Bonsoir à tous. Donc bienvenue à ce quatrième webinaire sur le ligament croisé antérieur pour les Journées lyonnaises du genou. Donc aujourd'hui, on va parler de l'arthrose à l'innovation. Donc c'est un thème plutôt un peu plus éloigné du ligament croisé antérieur comme les trois premiers webinaires. Et c'est pour voir un petit peu l'association qu'il peut avoir avec des patients qui présentent et l'arthrose et une insuffisance du ligament croisé antérieur. Et donc pour ça, on a un panel d'experts qu'on vous a choisi de manière soigneuse. Et on a notamment le professeur Sébastien Parade qui nous fait l'honneur et l'amitié de participer à ce webinaire, qui est expert et en médecine du sport et en chirurgie de l'arthrose et qui a une grande expérience, une grande expertise sur ces chirurgies associées de l'arthrose et du LCA. Et puis, on a également tout un panel de la Lyon School, avec notamment le professeur Sébastien Lustig, le docteur Jérémy Cognot, notre passe-président, le docteur Guillaume Demey, et notre président actuel, le docteur Jean-Marie Fayard. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer déjà par quelques questions pour voir un petit peu l'auditoire qu'on a ce soir. Et donc déjà, quel type de chirurgie un petit peu pratiquez-vous? Pratiquez-vous de la chirurgie du LCA, donc plus de 150 procédures par an, entre 50 et 150 procédures par an, moins de 50 procédures par an, moins de 10 ou non jamais de chirurgie du LCA. Le but, c'est simplement de savoir un petit peu quel type de personnes on s'adresse. Donc on a quand même une partie, on a 16% qui en font quand même beaucoup, 10 qui en font de manière modérée, 32% pardon, qui en font de manière modérée, et puis on a quand même 26 qui en font très peu et 19 qui en font jamais, donc potentiellement des chirurgiens de l'arthrose. Donc on va voir ça tout de suite. Est-ce que vous réalisez des PUC fréquemment? Donc plus de 60 procédures par an, 30-70 procédures par an, ce qui est déjà beaucoup. Moins de 30 par an, moins de 10 par an, et non jamais. Donc on a finalement très peu de poseurs de PUC. On a 84% qui en posent très peu, voire jamais. Donc on va essayer peut-être de vous convertir un petit peu plus. Et dernière question avant de commencer un petit peu avec les cas cliniques. Est-ce que vous réalisez des ostéotomies? Donc plus de 50 par an, ce qui est à nouveau beaucoup. 30-50 par an, moins de 30, moins de 10, non jamais. Alors ça semble un peu stabilisé. Donc 56% qui en font moins de 10 par an. Et puis sinon, c'est 13 qui en font moins de 30 et 23 qui en font jamais. Donc on a quand même pas mal de chirurgiens du sport et puis qui font quand même quelques ostéotomies. Donc, je vais laisser la main au docteur Cognot pour le premier cas clinique. Bonsoir à tous. Donc, on attaque avec un premier cas d'un homme de 42 ans qui fait 1m75 et 85 kg, charpentier et charpenté, footballeur qui fume son paquet par jour, qui, pour son genou droit, a bénéficié d'une ligamentoplastie par KJ en 2006, puis une deuxième en 2010, et une mystectomie ancienne sur un dessous médial en 2016, soit donc 6 ans après cette deuxième reconstruction de KJ. Il se plaint actuellement de douleurs du genou pendant le travail, donc une douleur plutôt à l'effort, avec des instabilités, des gonflements, mais il ne parle pas de blocage. Actuellement, il a des difficultés pour poursuivre son travail et les infiltrations n'ont pas été efficaces. À l'examen clinique de ce patient, on a un varus à 2 travers de doigts, des douleurs médiales, un épanchement côté à 2 croix, un lacunatria en arrêt mou, et des mobilités à 0,0130, donc une irrécurvatum ifessum et une flexion à 130 degrés un petit peu limitée. Je laisse un tout petit peu les radios pour que vous ayez le temps de bien voir. Ensuite, après ces premiers examens radiologiques que vous aviez, on va lancer un sondage pour savoir est-ce que vous demandez d'autres examens complémentaires, à savoir une gonio seule, une gonio et des radios en stress telos, alors si tant est que vous puissiez les avoir, une IRM seule, gonio plus IRM, ou un arthroscanner seul, ou alors est-ce que non, le bilan vous suffit pour savoir ce que vous avez décidé comme
comme geste. Donc, on a une grande majorité qui part sur gonio plus IRM et quelques-uns qui seraient partis sur gonio seul ou gonio telos. Donc, la gonio, c'est sûr qu'on va la faire. IRM seul, on va voir qu'on pourrait manquer d'un peu d'informations. Et pas d'examen supplémentaire. Ça, c'est si on n'envisage pas forcément de chirurgie. Alors, pour ce patient, on a eu la gonio avec un HK à 169 degrés, un AMF qui est en varus à 89, un AMT à 82 franchement en varus, comparé à un genou gauche qui est pas complètement fort non plus et qui a des chiffres précis. On a aussi demandé la pente qui est actuellement à 9 degrés sur ce genou. Sur l'IRM et sur l'arthroscan, alors c'est pas évident sur ces coupes, c'est difficile de vous les montrer. On trouvait une root lesion, donc une lésion de la racine du ménisque externe. C'est ce qu'on trouvait en plus. Et puis avec le scan, ça permet de bien voir notre tunnel sur cette coupe-là. Voilà. Dans le panel, vous feriez quoi comme examen pour ce type de patient? Vous demandez tous goniométrie, IRM, arthroscanner? Moi, je ne demanderai pas forcément d'arthroscanner. Ça dépend de l'IRM. Puis, si l'indication chirurgicale est posée et que le compartiment latéral est rassurant à l'IRM, je ne demanderai pas forcément d'arthroscanner. Et je ferai une goniométrie, oui, effectivement, pour discuter la suite du traitement. Je suis assez d'accord avec Guillaume. D'abord, je voulais dire bonsoir à tout le monde et merci pour votre invitation. Ça me fait très, très plaisir d'être avec vous tous. C'est assez intimidant pour un ancien Marseillais d'être avec autant de Lyonnais dans le même site. Et en tout cas, ça me fait très plaisir et je vous remercie de votre invitation. Je suis assez d'accord avec Guillaume. En plus, nous, c'est simple. Vous aimez, on n'a pas d'arthroscanner, donc ça simplifie les choses. Mais je pense qu'effectivement, avec une bonne télémétrie et une IRM, ça nous donne déjà pas mal d'informations. Et vous avez tous quand même une imagerie en coupe, enfin l'IRM. Ouais, de principe, moi je vais toujours sur patient jeune, une histoire de croisée antérieure qui traîne, au moins pour avoir une idée du statut du compartiment externe. Ça va guider un petit peu la façon dont on va faire le geste futur, dont on parlera, je pense, dans les questions qui vont venir. Mais on a quand même, dans l'idée, chez un patient jeune, la première idée qui va venir, c'est essayer d'avoir un traitement conservateur. Plutôt dans un premier temps, la réflexion qu'on va avoir, c'est de pas forcément partir sur une chirurgie prothétique. Donc, après, ça va permettre de discuter la façon dont on va aller corriger notre osteotomie. Est-ce qu'on surcorrige, est-ce qu'on corrige un peu moins en fonction du statut du compartiment externe. Moi, j'ai une petite question pour Sébastien Parat aux Émirats. Est-ce que tu fais des laximétries? Est-ce que tu as accès à une laximétrie? Est-ce que toi, dans ta pratique, tu continues à en faire? Alors, j'en fais pas forcément. Quand j'ai un doute, je fais des clichés en stress, mais on n'a pas de télos propre. On a un catémine aussi qui est prêt à disposition. Honnêtement, c'est très clinique, Guillaume, et souvent, ils ont des gros pivots parce qu'il y a très, très souvent, avec des pentes exagérées, des racines postérieures, comme chez ce patient-là. Donc, en général, ça nous donne l'information dont on a besoin, c'est-à-dire qu'on a un LCA qui n'est pas compétent. Après, au niveau quantitatif, c'est un peu moins, on ne le fait pas de façon systématique, on va dire. Et Sébastien, si tu avais eu un doute sur tes tunnels, ou envisageant potentiellement de refaire un LCA, avec l'IRM seul, ça t'aurait suffi, ou si tu avais l'email d'avoir accès à l'arthroscanner? C'est une bonne question, Jérémy. Alors, on ne fait pas d'arthroscanner, mais on fait un scanner quasiment systématiquement. Et en plus, nous, on a un système d'assurance qui est assez pointilleux, si tu veux. Donc, on ne peut pas partir sur une chirurgie du LCA si on est, une révision du croisé si on ne démontre pas qu'il n'y a plus de croisé sur l'IRM. Donc, on est obligé d'avoir une IRM pour montrer ça. Et ensuite, pour déterminer le 1 ou 2 temps, on est obligé aussi d'avoir un arthroscan pour la mesure des tunnels pour pouvoir justifier si on va faire un 2 temps qui a une ostéolyse supérieure à 13, 14 ou autre. Donc, et c'est vrai que là, il a eu 2 kg, donc c'est plutôt rassurant pour l'ostéolyse. Mais je suis très vigilant quand ces patients ont eu des DIDT avec des vis résorbables où souvent on a des très gros tunnels tibiaux avec des grosses ostéolyses. Et donc là, si on fait ostéotomie plus
révision de LCA, plus d'autres choses, ben, ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué, surtout chez des patients de petite taille. Bon, ce n'est pas le cas ici, mais c'est important de le voir quand même, je pense. Seb, dans la lignée de ce que tu viens de dire, c'est une petite digression, mais si tu as un croisé postérieur clinique et que sur l'IRM, le radiologue te dit que le croisé postérieur il est pas mal, comment tu fonctionnes vis-à-vis de l'assurance? Tu fais des clichés en stress à ce moment-là? Oui, le croisé postérieur, Seb, pour moi, c'est quasiment une indication systématique de cliché en stress. Et il m'arrive très fréquemment de dire que je suis pas d'accord avec le radiologue, en fait. C'est-à-dire qu'on fait il y a des fois, je dis non, mais je suis pas d'accord avec il y a des radiologues qui vont dire qu'il y a un croisé qui est préservé, alors qu'il y a un gros œdème postéro-latéral et du fémur distal. Moi, je dis, bon, je suis désolé, mais c'est pas possible que le croisé soit préservé dans ce cas-là, quoi. Donc, souvent, ils voient pas les routes, ils voient pas les rampes. Donc, à ce moment-là, je vais dire que je suis pas d'accord avec le compte-rendu. Et en fait, je le regarde pas très souvent et je ne le regarde que quand il y a un problème et une discordance, en fait, pour être très franc avec toi. Ouais, ça, c'est Je ne sais très pas ce que vous en important. pensez, mais si doute sur un croisé poste, je pense que les clichés en stress sont quand même très importants. Je ne sais pas ce que vous faites dans votre pratique, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire à nos auditeurs ce soir, que ces clichés en stress pour les croisés postérieurs restent importants. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un élément qui reste important pour le diagnostic, je pense. Tout à fait. C'était un peu ma question pour le croisé antérieur. Je pense que moi, personnellement, j'aime bien avoir des mesures radiologiques pour prouver la laxité. Des fois, il y a des ligaments déjà opérés qui ne sont pas très fonctionnels et l'IRM peut être rassurante. Et en fait, il y a une énorme laxité à la radio. C'était un petit peu ça aussi l'idée. Super. Et ben on continue sur ce dossier. Et donc, on continue avec un petit sondage pour savoir, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous proposeriez aux patients? Avec une première proposition, une abstention thérapeutique. B, un LCA isolé. Alors, isolé, évidemment, on va faire la route lésion. C, une OTV isolée. Ou alors, à partir de D, on combine OTV, LCA et la route qui fait partie de la chirurgie de stabilisation du genou avec le LCA. Ou la PUC avec LCA plus la racine, puisque ça fait partie du geste de stabilisation du LCA. Tu peux rappeler l'âge, Jérémy, s'il te plaît? Il a 42 ans. Les charpentiers. Et il est un peu costaud. Donc, on obtient une écrasante majorité pour geste d'ostéotomie plus stabilisation du genou. Et il y a des gens qui choisiraient aussi moite-moite à 13% pour l'OTV isolé ou PU plus LCA. Donc maintenant, dans le panel, on commence toujours par notre VIP, Sébastien Parade. Qu'est-ce que tu me proposerais? Merci beaucoup, Jérémy. Je suis assez d'accord avec le public, hein, comme on dit. Je pense que c'est un homme qui a 42 ans, il est charpentier, comme disait Cécile, il est un peu costaud. Et il a effectivement 3 problèmes. Il y a un problème, on aime bien, avec l'école de M. Aubagnac, détailler les choses en stabilité, alignement et usure, en fait. C'est le classique USA. Alors, en pratique, il a un alignement qui n'est pas normal, ce patient, puisqu'il a un varus qui est significatif, avec un varus à la fois dans le tibia et dans le fémur, donc on peut en discuter. Il a une arthrose qui est quasiment oscontrance, pour ne pas dire qu'elle est oscontrance, et en plus, il a une instabilité. Alors, le problème chez lui est de traiter les différents éléments en incluant la route. Et je suis assez d'accord avec le fait qu'il va falloir corriger l'alignement, parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, à la fois dans le plan frontal, et si je me souviens bien, il y a une pente de 9 degrés, je crois. 9 degrés, oui, tout à fait. Ça lui fera on est en dessous de la limite dangereuse, hein, de 12 à 13 degrés, mais néanmoins, je pense que c'est important de l'intégrer. Donc oui, l'ostéotomie, chez lui, permettra de corriger l'alignement, de décharger le compartiment médial. Et comme disait Jean-Marie tout à l'heure, il semble qu'il n'a pas d'arthrose latérale, donc on va pouvoir se permettre de le décharger correctement avec un axe mécanique passant par l'épine tibiale externe. J'aime pas les hyper corrigés, hein, comme on faisait à l'époque chez les patients très arthrosiques. Et chez les patients jeunes, il faut quand même rester dans des mesures gardées. Ensuite, je suis complètement d'accord avec il a une instabilité, hein, donc je pense qu'il faut aussi faire une reconstruction du croisé. Donc, se discute le type de greffe, hein, il y a plusieurs options. Il est quand même relativement jeune, donc je vais privilégier une autogreffe
Si j'ai bien compris, avec 2 kg déjà, hein, donc ça limite le prélèvement controlatéral. On fait ça des fois, hein, on fait un prélèvement controlatéral parce que chez nous, les patients ont des très mauvais ischios. Hein, donc, ils ont des très petits ischios et Cécile a pu le voir, les DDT vieillissent pas toujours très bien. Donc, c'est pour ça qu'on va plutôt pousser vers un KJ. Et parfois, chez un patient un peu plus âgé, j'hésiterai pas à aller chercher une allogreffe. Hein. J'ai une influence américaine avec Charlie Brown. On a une excellente banque de tissus qui vient directement des États-Unis. Donc, on a tout à disposition et j'hésiterai pas des fois chez un patient un peu plus âgé qui a déjà eu multiples chirurgies du croisé à faire une allogreffe de tendon rotulien. Et puis ensuite, bien entendu, on fait la root repair, hein, donc avec des ultra tapes, un tunnel transtibial. Je fais très rarement des root repairs au face fixe ou au dispositif de suture intra-articulaire pour ce type de patient. Et j'aime bien avoir une reconstruction solide avec des tapes qui vont passer dans la racine en double passage avec une fixation au tibia, souvent en 2 boutons ou sur l'ostéotomie sur la plaque. Et puis ici, pour être fidèle à l'école française, j'hésite pas à associer une ténodèse latérale chez ces patients. Et c'est quelque chose que je fais notamment quand il y a une route. Hein, donc, le but de la route, c'est de reconstruire le pare-choc postérieur, le bumper postérieur pour la stabilité. Et j'associe volontiers un lomère pour aussi protéger ma réparation et pour aussi améliorer la stabilité, notamment lorsqu'il y a un gros pivot. Donc voilà un petit peu les choses. La dernière question qui peut se poser, c'est bon, il y a une très grosse ostéolyse, donc je ferai ça en un temps. On peut parler aussi du fait de faire une ostéotomie fémorale et tibiale. Je pense que là, il y a un varus fémoral qui est présent, mais néanmoins, quand on fait le croisé plus l'ostéotomie fémorale, c'est techniquement avec les tunnels, les vis, c'est un petit peu plus compliqué au fémur. Donc, je resterai sur une ostéotomie isolée au tibia en essayant de corriger non seulement le plan frontal, mais aussi la pente. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée. C'est ce que je ferais chez ce patient. Tu prendrais quoi comme allogreffe, Seb? En général, je prends un BTB, hein, je prends un tendon rotulien. J'aime bien quand il y a de l'os au fémur et de l'os au tibia. Mais encore une fois, il est un peu jeune, Seb. Donc, je pense que chez lui, je discuterai quand même les hamstrings. Hein. Et j'aime bien avoir de l'os dans ces tunnels, tu sais, qui sont voilà, il n'est pas très gros, donc on peut aller l'aviver, hein, mais quand les patients ont déjà eu plein de chirurgies du croisé dans le tibia, l'os n'est pas toujours de très bonne qualité. Et les hamstrings dans cet os qui n'est pas toujours de très bonne qualité, ça me fait toujours un petit peu, je ne vais pas dire que ça me fait peur, mais je n'ai pas toujours très confiance dans la reprise biologique et dans l'intégration biologique de ce tendon. En fait. Et quand vous dites allogreffe chez les patients âgés, du coup, c'est quelle limite les patients âgés? Ouais, c'est quand on est dans les plus proches quand on est dans les plus proches de 50 ans, Cécile, quoi. En général, 45 à 50, bon. Mais ça reste jeune, hein, parce que si tu veux, on en fait des fois jusqu'à 55, voilà. Mais après, j'avoue que je vais aller vers autre. Si le patient a 55 ans, là, 55 ans, 60 ans, d'autres solutions se discutent, quoi. Hein, donc, mais encore une fois, hein, on n'a pas tellement de science là-dessus. Hein, donc après, c'est un peu chaque situation. Et il faut vraiment regarder le stock osseux, l'ostéolyse, la déformation, l'usure, et aussi les attentes du patient et les profils du patient. En plus, lui, il est tabac, enfin, il fume un paquet par jour, quoi. Hein, donc, on en discutait la semaine dernière et dans une session sur les ostéotomies, il y a des gens qui n'opéreraient pas ce patient. Moi, aux Émirats, si j'opère pas les BMI de plus de 40 et si j'opère pas les patients qui fument, j'opère plus personne, quoi. Donc, c'est pour ça que le tabac, je vais faire très attention, mais c'est pas une contre-indication, quoi. Et leur demander d'arrêter, c'est impossible. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous utiliseriez comme greffe? Bon, je ne sais pas comment vous voulez discuter, mais Seb, tu me posais la question par rapport à la greffe. Quel serait votre choix de greffe? Moi, je prendrais une allogreffe. Pour moi, c'est vraiment un game changer les allogreffes dans ces chirurgies complexes. Si on part sur un temps, parce que ça a fondamentalement changé les suites post-op de ces patients chez qui on va faire une ostéotomie plus un geste de réparation de route. Là, on peut discuter de faire une ostéotomie fémorale et tibiale. Donc, c'est des chirurgies qui sont quand même relativement lourdes pour le patient et la morbidité de la greffe
du prélèvement est pas totalement anodin. Et pour moi, ça a complètement changé les suites post-op depuis que j'utilise les allogreffes. Je mettrai un petit bémol. Il a 48 ans et je le trouve pas si jeune. Il a mon âge, quoi. Donc, pour moi, ça me choque pas. Bien entendu, s'il avait eu 20 ans, j'aurais discuté comme toi, Seb. Mais c'est plutôt pour les suites post-opératoires. C'est de toute façon des gens qui vont pas revenir à un niveau d'activité très élevé. Donc, le choix de la greffe et de l'allogreffe, c'est pas, moi, je trouve que c'est pas ça complètement aberrant. Et effectivement, quand il y a une ostéolyse majeure, d'avoir une allogreffe avec avec de l'os, c'est quand même ça te sauve un peu l'affaire. Pour moi, plutôt allogreffe. Et en fonction du bilan préopératoire, s'il y a une grosse ostéolyse sur le tunnel, notamment tibial, plutôt une allogreffe, un lifting. Et vous feriez tout en un temps? Moi, je fais tout en un temps. Je fais plutôt double ostéotomie plus LCA. Le Lemaire, je le discute en fonction du pivot shift. Ouais, c'est une vraie chirurgie. C'est faut pas te mettre un programme de fou à côté, quoi. Alors moi, j'ai une petite question, parce qu'il y a une question que je trouve intéressante sur le chat. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'il y a une place pour le Lemaire isolé avec l'ostéotomie? Guillaume? Non, moi je pense pas parce que effectivement le geste principal, bon, c'est l'ostéotomie pour l'arthrose, mais il y a une laxité, comme tu l'as dit au départ, Jérémy, dans le dossier. Donc il a une instabilité, donc je pense vraiment qu'il faut refaire son croisé antérieur dans le même temps. Moi personnellement, j'utiliserais les ischios parce qu'ils sont vraiment au niveau du site d'ostéotomie tibiale, en les laissant pédiculer. Des fois on les triple aussi, on adapte la taille. On n'a peut-être pas tes tout petits ischios que tu as, Sébastien, mais je trouve qu'en triplant, parfois, on a quand même toujours une bonne greffe. Et je déciderai un geste latéral, donc une ténodaise par rapport au pivot, comme tu as dit, Jean-Marie. Et je ferai qu'une ostéotomie tibiale. Vraiment, le détail important, là, c'est vraiment de diminuer cette pente, parce que souvent, on va risquer de l'augmenter. Donc, il faut une technique parfaite, c'est une ouverture postéro-médiale et une ostéotomie bien faite qui cherche à diminuer la pente. Faudrait peut-être une cible à 5 degrés. Je pense que ça serait bien. Donc les guides sur mesure, à mon avis, seraient quand même bien utiles sur un cas comme ça, ce qui permettrait de planifier aussi les tunnels. La semaine dernière, sur une discussion, on avait LCA plus LLI et une des conclusions, c'était que le pivot shift, il pouvait être négatif à tort quand le compartiment interne n'est pas assez tenu. Et du coup, ça nous fausse notre ressort rotatoire. Dans votre expérience, sur des AFTI stade 1 ou 2 comme ça, est-ce que cette laxité d'usure interne pourrait mimer cette incompétence du plan interne et modifier du coup le ressenti du pivot shift et du coup sous-estimer le vrai pivot shift? C'est une bonne question, Jérémy. Je pense qu'à partir du moment où il y a une route, il y a quasiment toujours, quand il est bien fait, un pivot important, quoi, si tu veux. Hein. Donc, parce qu'il y a plus cette stabilisation postérolatéral, et on voit bien quand on répare des fois on répare que la route, le pivot disparaît pas complètement, mais il est beaucoup diminué. Hein. Donc, je pense que route postérieure latérale, et c'est un warning, quoi. Pour moi, c'est un signal et qu'il faut absolument faire quelque chose pour stabiliser ce genou, quoi, si tu veux. C'est-à-dire qu'il a probablement eu un croisé qui n'a pas préservé une révision sans ténodaise à l'époque. Hein, et donc, du coup, il a décompensé initialement une instabilité rotatoire et puis après, il a complètement détruit le reste de son croisé. Quoi. Donc, dans l'histoire naturelle de l'évolution, il faut éviter d'avoir la même chose après. Quoi. Je crois qu'il faut le considérer avec une instabilité rotatoire, quel que soit presque le testing, j'ai envie de dire. Super. Donc sur la proposition, on a bien avancé et du coup, la stratégie chirurgicale, forcément, on a déjà bien balayé l'idée. On a proposé le un temps, 2 temps. On s'est posé la question de l'ostéotomie fémorale. Est-ce que quand même, Guillaume, toi, tu l'envisagerais que en ostéotomie tibiale ou fémorale aussi? Il y avait 2-3 degrés de varus au fémur, donc l'axe s'étend à 169.
Ouais, je pense que je ferai que au tibia quand même. Effectivement, pour simplifier la chirurgie, je pense qu'on peut s'en sortir parce que sans chercher une hypercorrection, donc 2 degrés maximum de valgus à la fin, je pense que je ferai qu'au tibia, ouais. Jean-Marie? Moi, je resterai au fémur parce que ça fait une grosse correction et tu vas le corriger au moins de 12-13 degrés. Pour moi, ça pose 2 problèmes. Un, ça fait faire une grosse ouverture tibiale et donc plus tu ouvres, plus tu risques d'augmenter ta pente. Plus tu ouvres, plus tu risques d'avoir des problèmes de consolidation. Et plus tu rouvres, plus tu vas créer une obliquité de l'interligne. Et donc, moi, je me fixe comme cible maximum un MPTA à 92, 93. Je ne veux pas aller au-delà parce que je pense que ces patients jeunes, ils auront une prothèse un jour. Alors, je ne suis pas le plus expert de la prothèse, mais ça pose quand même des problèmes lors de la reprise chirurgicale quand tu as une grosse obliquité de l'interligne pour éviter de partir sur des gestes très complexes. C'est plus simple de restaurer, entre guillemets, une anatomie osseuse normale. Ceci d'autant plus qu'une ostéotomie fémorale de fermeture, c'est une toute petite correction. Là, tu fais 2 coups de scie, tu corriges de 5 degrés, ça consolide très vite et ça change quand même les suites et ça te permet de moins ouvrir au tibia, de moins créer d'obliquité de l'interligne et de gérer peut-être un peu plus finement ta pente derrière. Et fermeture externe associée à des LCA, pour vous, c'est pas indiqué. Vous le faites pas. Pardon? Une fermeture externe? Une fermeture externe, parce que là, on parlait d'ouverture interne. Est-ce que... Moi, je suis pas très fan des fermetures externes sur le tibia. Ça m'angoisse un peu. C'est plus difficile à gérer. La gestion de la rupture de la charnière, l'ostéotomie du périnée, ça fait beaucoup de choses. L'importance de ta correction, tu es moins précis que si tu vas faire une ouverture. Ça a l'avantage au contraire, avoir tendance à diminuer ta pente plutôt qu'à l'augmenter. C'est le seul avantage à mes yeux. Mais pas trop d'expérience des fermetures externes sur le tibia. Encore plus dans ces cas. Alan Gategood, qui est aussi un des invités du congrès, fait pas mal dans ces cas-là de fermeture latérale pour corriger la pente aussi. Et c'est vrai que si tu fais une allogreffe, ça te permet t'as pas le problème du site de prélèvement médial avec juste un petit trou pour le tunnel, ça passe et tu peux faire une fermeture postérieure-latérale. Je voudrais revenir sur un point, c'est que je pense qu'on fait bien ce qu'on fait souvent. Et comme tu disais tout à l'heure, Jean-Marie, ce patient, ça va être un patient avec 2 heures à 2 heures et demie de chirurgie au moins. Hein. Donc, il faut quand même avoir l'habitude un peu de faire d'abord des doubles ostéotomies, d'abord de faire des ostéotomies toutes simples. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le choix thérapeutique, il est aussi dépendant de ce qu'on a l'habitude de faire parce que c'est pas des patients qu'on fait tous les jours non plus. Hein. On en a en gros 2 par mois, mais c'est 2 à 3 par mois. Ça dépend de la pratique qu'on a. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien maîtriser chacun des gestes parce qu'en fait, il y a plusieurs opérations en une. Donc, il faut faire ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, si vous n'avez jamais fait une fermeture latérale, allez pas vous lancer dans une fermeture latérale. Si vous n'avez jamais fait une ostéotomie de fermeture latérale au fémur, n'allez pas vous lancer dans un croisé plus un lomère, plus une ostéotomie de fermeture fémorale. Donc, en pratique, il faut quand même gérer un peu chacun des points pour que ça soit gérable, quoi, hein, pour que ça se transforme pas en catastrophe ou en cauchemar, quoi. Donc, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon patron, M. Bagnac, qui disait jamais 2 cascades dans la même chirurgie. Hein, donc, voilà, c'est une seule cascade. Ça veut dire une cascade, ça veut dire que c'est une chirurgie que vous avez moins l'habitude de faire, mais il faut que toutes les autres, ça soit super bien maîtrisé, quoi. Tout à fait d'accord. Parce que le tunnel fémoral, pour ceux qui ont, par exemple, que l'habitude de faire de l'in-out avec l'ostéotomie de fémorale, là, ça commence à devenir tricky, quoi, par exemple. Donc, il y a plein de choses à maîtriser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis très fidèle à la technique lyonnaise et je fais du outside-in, donc ça me va bien, quoi. Donc, c'est plus facile. Il y a un paramètre quand on choisit la fermeture ou l'ouverture, parfois, c'est la longueur. Est-ce que ça peut vous amener à modifier votre stratégie? Parce que quand on fait une ouverture conséquente, on va rallonger le membre. S'ils sont déjà plus longs avant, si c'est un gars qui court, ça va le perturber dans
dans sa foulée. Et dans ce cas-là, la fermeture externe peut avoir du sens. Est-ce que vous regardez la longueur avant quand vous décidez, ou est-ce que finalement, c'est pas un paramètre qui est important? Alors, les ayatollahs de l'ostéotomie diront qu'on peut ouvrir toujours au tibia et toujours fermer au fémur. Moi, dans mon expérience, j'ai eu des patients, effectivement, chez qui on a fait des grosses corrections, qui se sont plaints d'avoir un membre allongé. Notamment, j'ai 2 cas de patients qui avaient une inégalité de longueur préopératoire et avec un membre à opérer qui était déjà plus long et qui se sont plaints en post-opératoire d'avoir été rallongé. Donc, voilà. Ceci étant dit, j'ai l'impression que depuis que je fais des doubles ostéotomies, c'est plus facile de gérer ce problème d'allongement, puisque tu fermes d'un côté, tu ouvres de l'autre, et probablement que tu as moins cet effet d'allongement. Mais ceux qui en font beaucoup, pour ne pas les citer, Mathieu Olivier, Christian Clay, disent qu'ils n'ont aucun problème de problème de gestion de longueur. Ils font toujours la même stratégie chirurgicale. Ils ouvrent toujours le tibia, toujours médial au tibia, donc des ouvertures médiales pour les valgisations et des ostéotomies fémorales de valgisation par fermeture externe, et qu'ils arrivent bien à gérer comme ça. Ils ont quand même un gros volume, donc Ouais, parce que tu commences à écouter les Marseillais, Jean-Marie, et les Allemands, on est mal barrés, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça, c'était la petite blague pour Mathieu qui vient de Marseille. Seb, c'est vachement important la longueur, hein. Ce patient-là, il a aussi un varus important de l'autre côté, donc il peut être amené à avoir une ostéotomie un jour de l'autre côté aussi, parce que comme je crois que c'est Jean-Marie qui disait tout à l'heure que son autre genou, il n'est pas terrible non plus, ou c'est Jérémy qui disait que son autre genou n'est pas terrible non plus. Donc, c'est une discussion avec le patient et ça ferait partie du plan thérapeutique aussi, en lui disant qu'il peut avoir une inégalité de longueur pendant une période donnée, mais qu'il faudra probablement aussi faire la même correction de l'autre côté, quoi. Donc, mais c'est vrai que le fait de faire des doubles, ça permet de diminuer cet effet, effectivement. Mais je ne suis pas sûr que ça soit uniquement l'effet de l'ouverture liée à l'ostéotomie, c'est aussi l'effet de redressement de restauration de l'axe du membre. J'ai vu aujourd'hui un patient qui avait 17 degrés de varus, à qui j'ai fait une prothèse de genou, et, qui a 2 de varus, et il a 17 degrés de varus de l'autre côté. Ils sont maintenant plus courts du côté où il a pas été opéré. Il y a ce double effet qui est lié à la fois à la restauration de l'axe, peut-être à l'ouverture qui allonge un petit peu aussi également. C'est pour ça qu'on fait des prothèses bilatérales très souvent ici, parce que comme ils ont des gros varus, si tu les fais que d'un côté et que tu les laisses pendant 3 mois de l'autre côté, ils reviennent, ils sont en flessum du côté opéré, parce que sinon ils n'arrivent plus à marcher en fait. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on fait des bilatérales aussi. Et donc, il a été décidé OTD plus LCA plus route. Et quel serait le protocole de rééducation pour toi, Cécile? Alors nous, on a la tendance à dire que, en gros, le LCA, c'est juste la chirurgie, la procédure en plus, et que la chirurgie principale, c'est l'ostéotomie ou la PUC ou le geste osseux. Donc, quand on fait de la rééducation, on considère le geste osseux. Donc, pour nous, c'est de la rééducation d'ostéotomie. Donc, quand c'est des ouvertures, c'est des appuis contact ou partiels en fonction du moyen de stabilisation. Et puis, on part vraiment sur la rééducation de l'ostéotomie. Est-ce que la route change quelque chose sur l'appui? On limite la flexion. Alors, l'appui, il est déjà, pour nous, contact ou partiel. Donc, du coup, ça arrange la route. Et puis, on limite un peu la flexion quand même les premières semaines. On essaye de ne pas dépasser 90 en charge. Après, ça peut être discutable, hein, mais... Cécile, désolé, j'ai une question sur est-ce qu'il y a une greffe au niveau du foyer d'ostéotomie chez ce patient? Je suis pas sûr de ça. Ouais. Alors, ça c'était quoi? Très bien. Et pour lui, c'était de l'os, c'était de l'ostéopure, je pense. D'accord. Moi, j'avais un doute parce que il y a un moment donné, on faisait à la Croix-Rousse pas mal d'ouvertures, des petites ouvertures en tout cas, Ouais, sans greffe, quand ça faisait une ouverture de moins d'1 centimètre. On voit pas trop, mais ça a été greffé. Et puis là, c'est une grosse ouverture aussi. Ouais, et puis maintenant, on les greffe tous, surtout si, pour le coup, dès qu'on fait des associations avec des croisés,
On va dire que c'est toujours pareil, c'est déjà un peu challenging, mais alors en plus, si on a un problème de consolidation, ça devient carrément peu haute voltige, donc on greffe à chaque fois. Guillaume, si Translab en appui, est-ce que tu les mets en décharge, les patients, pour justement éviter les détentes de greffe secondaires? Donc, oui, quand il y a une translation en appui monopodal, donc une translation dans le plan sagittal, de toute façon, là, tu fais l'ostéotomie. Moi, je mets sans appui 1 mois sur une ostéotomie en général, s'il n'y a pas de fracture de charnière, et je refais appuyer au bout d'1 mois. Et c'est le temps de la période sans appui qu'on met sur les croisés quand il y a une translation importante en appui monopodal. Donc, ça va avec. Ça va avec, ouais. Mais voilà, bien corriger la pente. C'est ça, je pense, pour moi, c'est le point technique, je trouve, le plus difficile de la diminuer sur ces ostéotomies. Je pense d'ailleurs qu'ici, elle avait peut-être pas été assez diminuée, et c'est aussi l'intérêt des fois des guides sur mesure. Quand c'est déjà des chirurgies un peu compliquées, ça peut aider, et ça peut gagner un peu de temps sur le geste opératoire et de la précision en plus. Je suis biaisé, mais effectivement, quand il faut corriger dans 2 plans de l'espace, il faut vraiment être habitué à faire des ostéotomies pour pouvoir corriger dans les 2 plans, parce que sinon, ça devient vite compliqué. On peut vite faire des erreurs. Donc, ces guides permettent d'avoir le planning fait à l'avance. Ça fait aussi le positionnement du tunnel pour pas qu'il y ait de conflit avec les vis. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, ça peut vous aider. Ça accélère la chirurgie parce que toutes les vis sont planifiées. Tout est planifié, en fait, si vous voulez. Donc, ça vous fait gagner du temps, de la confiance. Et c'est assez facile à mettre en place, quoi. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, je suis très biaisé. Donc, voilà. Et je voulais revenir sur la greffe. Je pense que c'est particulièrement chez un fumeur, c'est vraiment important. Et nous, on met des têtes fémorales. Donc, on fait des greffons. On coupe le greffon à l'aspect, avec la forme dont on a besoin pour justement faire un coin asymétrique. Pareil, si vous utilisez des gouttes sur mesure, on peut vous fournir aussi le guide qui va vous permettre de couper votre greffon de tête fémorale. Donc là, ça va encore plus vite et après, vous l'impactez. Moi, je laisse le distracteur, j'impacte mon greffon et ensuite, je mets la plaque par-dessus. Et pour ça, il y a des plaques dédiées aux croisés antérieures qui sont aussi pratiques parce que souvent, sur ces tomofixes, il y a un conflit avec la vis la plus antérieure et on ne peut pas toujours la mettre. Donc c'est important d'avoir des plaques dédiées aux croisés. Ça facilite aussi la chirurgie. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai une question sur qu'est-ce que vous faites? Parce que des fois, il y a des problèmes de hauteur de rotule. Alors, c'est très débattu. Est-ce que quand vous avez ces problèmes quand il y avait déjà une rotule basse en préopératoire, est-ce que vous avez tendance à faire une coupe distale au lieu de faire votre biplanaire proximale? Est-ce que vous jouez là-dessus ou pas? Ou est-ce que vous faites toujours une biplanaire proximale, en fait? Jean-Marie? Moi, j'ai pas une grosse expérience des biplanaires distales, j'en ai fait 1 ou 2, donc je vais te dire que plutôt en routine, sauf si vraiment il y a la rotule qui est olicranisée, mais ça change pas ma stratégie chirurgicale. Moi, ça peut éventuellement la changer si tu as vraiment une rotule basse, parce qu'il y a eu 2 prélèvements de Cagis sur le même côté, hein, c'est ça, ou c'était controlatéral? Côté. Ah, d'accord. Parce que quand même, on peut avoir des rotules basses et je pense qu'une fermeture antéro-externe, ça peut être intéressant dans ces cas-là. Ça peut peut-être me faire changer de technique. Donc, faire une fermeture antéro-latérale tibiale. Ça va plutôt avoir tendance à redonner un index de Catan des champs, en tout cas, plus normal. Oui, pareil, on fait quand même assez attention à la hauteur rotulienne et on fait plutôt des fermetures externes, notamment quand il y a des rotules basses. On a fait quelques biplanaires en distal, mais c'était plus pour des problèmes de fracture de tibia proximal où la tubérosité tibiale était un petit peu fragile et qu'on a préféré préserver la tâche proximale pour éviter d'avoir des fractures itératives de la TTA. Et dans ce cas-là, on faisait des biplanaires
en distal et finalement ça marche très bien et ça pose pas spécialement beaucoup d'autres problèmes pendant la chirurgie. Il faut juste l'anticiper avant, en fait, c'est tout. Est-ce que chez ce patient fumeur, c'est pas prendre un risque supplémentaire de pseudarthrose plus on est distal? C'est le trait d'ostéotomie de la TTA qui est distal. Mais oui, clairement. Jean-Marie? Bah, tu changes pas la hauteur de ton trait d'ostéotomie de vagisation, c'est juste le trait d'ostéotomie. Tu gardes un contact en fait. Donc, je suis pas. Encore une fois, j'ai pas une énorme expérience, donc, mais je pense pas que ça change fondamentalement la façon dont tu vas aller faire ta vagisation. Ici, on n'a pas eu trop de problèmes pour ça, Guillaume. Mais encore une fois, ils sont beaucoup fumeurs. Hein. Je mets 2 vis en compression en général en distal pour les faire consolider. On a eu des problèmes en revanche à l'époque où on faisait des corrections de pente avec un relèvement complet de la tubérosité. Là, on a eu quelques problèmes et ça, on fait plus. Enfin, moi, je fais plus du tout. Quoi. Donc, c'est Ronald qui faisait beaucoup ça, hein, qui est quand même une star de l'ostéotomie. Tu parlais de Christian et de Mathieu. Et c'était sa technique de correction de pente, mais on a eu quelques problèmes de consolidation pour le coup. Et d'ailleurs, en parlant de pente, Cécile, dans notre dossier, il me semble que la pente n'avait pas été modifiée, mais tu confirmes. Ouais. Alors, elle n'a pas été améliorée, ce qui est, on va dire, un peu embêtant dans ce contexte. Mais à nouveau, c'est une ouverture avec une plaque tomofix sans guide de coupe. Donc, c'est quand même difficile de corriger une pente sans un guide sur mesure et avec une ouverture, surtout quand l'ouverture est un peu importante. Mais du coup, elle a pas été aggravée, mais on aurait pu essayer de l'améliorer et ça n'a pas été le cas pour ce dossier. Tu as mis 2 vis en haut pour protéger le tunnel, hein, c'est ça? Protéger, pas spécialement, c'est que ça passait pas. Oui, c'est ça, pour éviter des dents. Ouais, exactement. Et c'est l'intérêt aussi donc toujours des guides de coupe sur mesure, parce que vous avez déjà le tunnel de prévu par rapport aux vis. Et c'est ce qu'on me disait auparavant, c'est que c'est un vrai intérêt à cause de ce problème, parce que la vis, finalement, on n'a pas pu la mettre. C'est d'autant plus important que si on fait une route, alors je sais pas, on peut parler de la technique de la route aussi, je sais pas si vous faites du all inside ou si vous faites avec des tapes que vous passez dans le tibia, mais il y a le problème de convergence du tunnel tibial pour le croisé, il y a le problème du tunnel de la route si vous faites la route, et plus la plaque. Donc c'est pour ça que quand il y a les deux, je pense qu'il faut vraiment utiliser une plaque qui est dédiée à la reconstruction du croisé, parce que sur la Tomofix, il reste pas beaucoup de place pour passer en général. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez un ou 2 mots à dire sur la technique de la réparation de la route, parce que c'est pareil, si on répare pas la route chez ce patient, ça va pas bien aller, quoi, hein. Il va pas être content et le problème va revenir. Donc, c'est important de bien considérer ça aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous diriez pour ça? Pour la route, quand je veux éviter de faire trop de tunnels, j'hésite pas à prendre un ostéotome fin que je passe dans mon tunnel et en fait, je fends l'arrière de mon tunnel pour que les fils aillent un peu en postérieur, parce que la racine postérieure du ménisque externe, elle est quand même pas très loin du LCA. Je trouve qu'elle est suffisamment loin pour ne pas se permettre de juste passer les fils dans le même tunnel, parce que quand même, on tracte vers l'avant la racine, elle est un peu loin, surtout si la route elle est plus ancienne que prévu, on peut avoir du mal à la réduire, on a un tissu qui est potentiellement fragile, donc on ne peut pas tout arracher. Et ça, pour gérer la tension, on regarde quand on a les ligaments ménisco-fémoraux qui sont encore en place, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on avance la racine, si on est au bon endroit. Et donc, en fendant juste une fente pour que les fils aillent se loger dans la fente, on peut passer dans le mouvement que le LCA. Ok. Un bon truc que je ne connaissais pas. Moi, j'aime bien l'astuce de laisser les mèches en place au tibia. Donc, ça peut être pour le tunnel du LCA et le tunnel de la racine. Et au moment où on met ces vis de la plaque, pour être sûr que la vis ne soit pas dans le tunnel et choisir la longueur adaptée. Donc, c'est une astuce simple à faire et je la fais tout le temps. Ouais, je suis d'accord. Les plaques, quand même, dédiées, ça change complètement la donne, mais on en a quand même parfois quelques gags. Le petit truc de Guillaume, c'est un bon petit truc. On peut aussi mettre le scope pour vérifier. Une fois que tu as méché, tu vois bien, si tu as fait un trou qui traverse. Pour la réparation de route, moi, je suis assez friand sur ces chirurgies complexes où ça prend un peu de temps. Les routes externes sur ces patients-là, c'est quand même très fréquent.
je trouve un petit peu compliqué de faire plusieurs tunnels. Moi, je suis assez friand d'utiliser le tunnel tibial. Je fais un petit rail au shaver sur l'épine tibiale, un peu le même principe que avec la fraise du shaver, et un peu le même principe que Jérémy pour passer mes fils tracteurs. Ça m'évite de rajouter des tunnels. C'est vrai que les chirurgies, on passe un peu de temps. Il y a quand même beaucoup de choses à penser en même temps, beaucoup de gags potentiels. Et donc, d'avoir qu'un seul tunnel, c'est un petit truc qui te simplifie un petit peu les suites. Mais comme toi, j'utilise une pince avec un tape pour vraiment avoir un bon amarrage. Et donc, la conclusion pour ce dossier, alors c'était toujours au cas par cas. Là, on avait un patient qui était jeune, demandeur, avec une déformation constitutionnelle, une arthrose qui était strictement monocomportementale et symptomatique, avec une instabilité ressentie. Et comme nous a bien dit Sébastien Parat, il faut d'abord commencer par classer les problèmes. Retenez le TIPS USA de l'école marseillaise, donc avec l'usure, l'alignement, la stabilité de l'alignement. Comme nous l'a dit Cécile, il faut bien classer les chirurgies, parce qu'une fois qu'on aura réfléchi dans quel ordre on veut faire, quelle chirurgie on va faire et laquelle est prioritaire, que ce soit pour le geste comme pour la rééducation derrière. Et donc chez ce patient jeune, on a obtenu un résultat très satisfaisant. Voilà, technique chirurgicale, Cécile, si tu veux la commenter, en première étape. Alors après, c'est ce qu'on fait dans le service, ça peut être discutable, mais c'est souvent d'abord le greffon, ou si on a une allogreffe, ça règle le problème. Dans un second temps, l'arthroscopie, ça permet de vérifier le bilan lésionnel, si on peut passer la diapo, de traiter le problème des ménisques, potentiellement faire quand même un bilan un petit peu cartilagineux, etc. Les tunnels fémoraux et tibiaux, c'est quand même plus facile de les faire avant que l'ostéotomie soit faite. Alors, sauf si vous avez un guide de coupe sur mesure pour le tibia, où là, vous le faites dans le guide de coupe, c'est facile. Mais si vous n'avez pas de guide de coupe sur mesure, c'est plus simple sans tibia cassé. Ensuite, l'ostéotomie tibiale ou fémorale. Et du coup, il faut bien faire attention, comme on l'a dit, à la gestion de la pente. Et là, par exemple, pour cette photo, c'était un guide de coupe sur mesure, donc c'était plus simple. Et en plus, il y avait le tunnel qui était prévu dans le guide de coupe sur mesure. Il faut faire attention à l'absence de conflit avec le tunnel et les vis. Et comme le disait Guillaume, laisser la mèche en place dans le tunnel pour pouvoir positionner les vis, ça peut être une bonne astuce. Et puis, il ne faut pas hésiter à passer l'arthroscope dans le tunnel pour vérifier s'il y a potentiellement une vis qui dépasse. Et puis ensuite, le greffon. Une fois qu'on a verrouillé l'ostéotomie, qu'on est sûr que le greffon peut passer dans le tunnel, on passe le greffon et puis on le visse. Alors nous, là, c'était des vis d'interférence, mais vous le fixez, avec votre moyen habituel. Ce que disait Sébastien Parat, c'est important de faire ce que vous connaissez bien. C'est déjà des chirurgies un peu challenging, où vous allez déjà passer du temps et suer un peu. Si en plus vous devez faire des interventions où vous n'avez pas l'habitude et que vous allez innover pendant cette opération, ça va mal se passer, c'est sûr à 100%. Donc vous faites le LCA comme vous avez l'habitude de le faire. Je ne sais pas si vous aviez des commentaires sur ce dossier ou sur les ostéotomies et LCA. On passe à la suite, peut-être. Non, juste dernière question sur là, dans le contexte de multi-opéré, multi-fixé, et Sébastien Parat tout à l'heure parlait de la qualité des tunnels pour la fixation. Est-ce que vous proposeriez un autre type de fixation ou de doubler vos fixations quand vous avez de l'os un peu modifié comme ça? Ouais. Je double systématiquement au tibia, Jérémy. Moi, comme souvent, je fais du BTB, donc avec Roston-Ross. Je mets un petit fil métallique, un fil métallique dans le greffon au tibia, et soit je le passe autour de la plaque avec une vis d'interférence. Et je suis assez vieille école pour les vis d'interférence dans les BTB, c'est du titane, parce que comme ça, il n'y a pas de résorption, et tu reviens 30 ans après, c'est la même chose, ça n'a pas bougé, il y a de l'os qui se fait autour, donc voilà. Jean-Marie, Guillaume, Seb, vous faites la même chose? Double fixation aussi. Après, plutôt un tape qu'un fil métallique, mais sur le principe, tout à fait d'accord. Ouais. Moi, ischio pédiculé au tibia et donc plus vis. Ça fait une double fixation. C'est sûr que la fixation au tibia, c'est le truc où il faut être vigilant. Et
on regrette jamais d'avoir quelque chose de doublé à ce niveau-là. On va passer à un autre cas du coup. Donc c'est un patient de 78 ans, pour taille à peu près normale. Il a rompu son LCA il y a 2 ans, donc quand il avait 76 ans, donc du coup il n'a pas été opéré. Pourtant c'est un patient qui est sportif, il fait du marathon, du trail, du ski, du tennis. Et là actuellement il se plaint de douleurs nuit et jour, vraiment handicapantes. Il a essayé la visco, les corticoïdes, c'est pas efficace. Au niveau de l'examen clinique, donc il a un petit varus, il a des mobilités qui sont plutôt conservées, quasi pas de plessum, il a une bonne friction à 130. Son Lachmann-Tria est en arrêt mou, il a des douleurs au niveau du compartiment médial uniquement, et puis vous avez ce bilan radio. Donc je vous laisse voir un petit peu le bilan radio. Donc on a le chaud où il pince complètement, et puis on va voir déjà un petit peu ce que vous demanderiez. À nouveau, c'est la même question donc, sur les examens supplémentaires pour ces patients. Est-ce que vous demandez une goniométrie seule, gonio et stress en télos, une IRM seule, une gonio plus IRM, un arthroscanner seul, ou alors vous avez suffisamment d'examens pour décider. Donc, en attendant un petit peu que les réponses se fassent, dans le panel, qu'est-ce que vous demanderiez pour ce type de patient? Sébastien, arrête. Ou Lustig, comme vous voulez. Non, notre VIP. J'ai du mal d'opérer un genou sans télémétrie, donc je vais demander une télémétrie chez ce patient. Et je pense qu'il a une ostéonécrose du condyle médial, parce qu'il a des douleurs nuit et jour, et il y a une ostéonécrose sur le compartiment médial. Donc, ça fait partie des cas où je vais demander une IRM. Là, pour le coup, pas uniquement pour le croisé ou le bilan lésionnel du compartiment latéral, mais aussi pour savoir si l'ostéonécrose est localisée à un seul compartiment, ce qui est le plus souvent le cas, mais pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres foyers ailleurs, parce que ça va me permettre de décider le traitement ensuite, quoi. Donc, IRM plus télémétrie. Ok. Alors, ils sont plutôt d'accord avec vous dans l'auditoire. C'est 73%, donc gonio IRM. Est-ce que s'il n'y avait pas eu la question de l'ostéonécrose, est-ce que un patient de 78 ans comme ça, je suis avec une AFTI, vous demandez quand même une IRM pour vérifier son croisé, qui a priori est cassé depuis 2 ans, et où vous avez un Lachmann arrêt mou. Alors, c'est médico-légal, enfin pas médico-légal, mais c'est nécessaire dans les Émirats. En pratique, c'est ce qui vient souvent avec, mais sinon, honnêtement, je ne le demanderais pas forcément pour des raisons médicales. Donc, là, ce patient a 78 ans, comme tu disais, j'ai une radio de profil qui n'est pas catastrophique, il n'y a pas une translation majeure. Donc, ça me suffirait en termes de bilan. Il a une nécrose du condyle médial, donc on est presque dans une autre entité nosologique. Le croisé, il y a 2 ans, à 78 ans, ça va pas il se plaint pas tellement d'instabilité, si j'ai bien compris, il se plaint de douleur et d'épanchement, si je me souviens bien. Donc, quand tes patients ne se plaignent pas d'instabilité, je vais pas forcer, mais bon, après, ça se discute, hein. Donc, je vous dis ça et j'ai demandé l'IRM tout à l'heure, encore une fois, plus pour le bilan d'ostéonécrose que pour le croisé. Jean-Marie, Guillaume, vous demanderiez quoi plutôt? Vas-y, Jean-Marie. Non, vas-y, je t'en prie. Moi, ça va. Je vais pas parler de ce que je ferais sur ce patient, mais je pense que je demanderais une goniométrie seule pour la laxité cliniquement, et comme il y a une belle nécrose, je demanderais pas forcément une IRM chez ce patient. Mais ça va dépendre un petit peu du traitement qu'on va faire derrière. Donc, je partirai sur une goniométrie, mais on parlera après du traitement. Je pense que j'aurais du mal à pas lui demander d'IRM, alors que pour les unis, je me dis toujours qu'il ne faut pas en demander. Mais, avec l'arrêt mou, je sais pas. Je me dirais, le truc, c'est quand même conditionné à ce qu'on va lui proposer derrière. Si tu te dis, je vais lui faire une prothèse totale de genou, non, j'en fous. Après, si tu te dis, je vais lui faire une PUC,
Euh, Même s'il a 78 ans, alors il est pas instable, hein, Seb a raison, mais ça va dépendre de la laxité. Comme s'il a vraiment une grosse translation antérieure, une grosse laxité, je vais me poser la question de refaire un croisé. Du coup, je vais me dire, peut-être une IRM va me donner des infos. Et peut-être que si ça montre que le compartiment externe, il est cata, alors que sur les radios, ça ne le semble pas. Donc, je sais pas. J'aurais du mal. Alors, peut-être que ça va dépendre de ce que tu lui proposes, à mon avis. Selon ce que tu lui proposes, je vais me dire, tiens, peut-être si j'avais une IRM, ça m'aiderait à décider. Donc, du coup, je me dis, je vais lui demander l'IRM. Et comme ça, comme je crois que ce soit que je lui propose, j'aurai les éléments. Mais je suis d'accord que ça se discute. De toute manière, l'IRM, il l'aura. Il va venir sans radio avec l'IRM dans le moment de la coapplication. C'est pas faux. Du coup, alors nous, c'est comme Sébastien Parat, c'est pas possible de traiter un patient qui présente de l'arthrose ou une ostéonécrose en tout cas sans pangométrie. C'est vraiment important que vous sachiez l'axe de vos patients et que ce soit quantifié et pas juste à la main. Donc, on lui a fait une conio. Donc, il a un varus qui est quand même modéré. Il a 4 degrés de varus, qui est et au tibia et au fémur. C'est un varus un peu mixte. Et puis, surtout, une déformation qui est assez normale et c'est surtout de l'usure, en fait, son varus. On lui demande des stress parce qu'on a l'habitude de demander des stress pour quand on a une idée un peu de prothèse, que ce soit complète ou unicompartimentale dans le service. Vous demandez des stress, alors pas télos cette fois-ci, mais varus valgus pour ce genre de patient 78 ans avec une AFTI plus nécrose. Moi, je prends pour mes patients chez qui j'ai une arrière-pensée prothétique. Donc, dans le bilan systématique, oui, je fais des clichés dynamiques. Mais pas dans ce cas spécifique plus que l'autre. Là, le cliché dynamique, il a l'air de montrer que ça s'hypercorrige, non? Ça s'hypercorrige, mais ça passe pas en externe, par contre. Mais ça s'hypercorrige un petit peu, en partie. Ça peut être intéressant selon ce que tu veux choisir comme type de. Si tu veux une prothèse unicompartimentale, ça peut t'aider à décider si tu veux faire un plateau mobile ou un plateau fixe, par exemple. C'est intéressant. Seb, est-ce que tu penses qu'il s'hypercorrige parce qu'il a plus de croisée antérieure et que du coup, ça induit une forme de laxité médiale et que c'est pour ça qu'on a une ouverture un peu plus importante? Ou tu penses que... Ouais, alors, et je pense que tu as raison, Seb. Et ça joue quand on fait du coup la chirurgie combinée, plus qu'est croisée, on le voit, parce qu'avant de fixer la greffe, on voit qu'on a un peu plus de jeu. Et une fois qu'on a fixé la greffe, ça resserre le compartiment. Et on sait que le pivot central joue sur une partie de la laxité périphérique. Et je pense que ça l'illustre bien, ouais, tout à fait d'accord. Et c'est vrai que sur les radios en stress, en valgus, si vous n'avez pas de pincement externe, c'est quand même plutôt rassurant si on part dans l'optique d'une prothèse unicompartimentale. Si vous commencez à avoir un vrai pincement externe sur un stress en valgus, il faut quand même franchement se poser la question de la légitimité de la prothèse unicompartimentale. Il ne faut pas hésiter à faire un bilan un peu plus complet avec de l'imagerie en coupe pour vérifier votre compartiment externe. Donc du coup, on a fait une imagerie en coupe, on a fait une IRM qui retrouve bien la nécrose du condyle interne, qui retrouve aussi une arthrose fémoro-tibiale interne et la rupture du LCA. Le compartiment externe, alors je n'ai pas mis trop de coupe de compartiment externe, mais il est sain. Est-ce que ça vous suffit pour décider de votre prise en charge ou vous souhaitez plus? Sébastien, vous feriez plus? Non, moi je suis bien avec ça, Cécile. Comme on n'a pas je te disais tout à l'heure, on n'a pas d'arthroscan. Là, on a notre bilan de télémétrie. On a vu des beaux clichés en stress. Il y a une IRM, il n'y a pas d'extension, il n'y a pas d'extension de la nécrose. Bon, on sait qu'il y a un croisé qui est rompu. Ouais, je m'arrêterai là en fait. Pas de télos? Le problème, c'est qu'on a du mal d'avoir des télos de bonne qualité. Donc, je ferai pas de. On fait des clichés en stress, mais ils sont pas toujours de très bonne qualité. Donc, je ne peux pas leur attribuer une valeur quantitative exceptionnelle.
Et la radiodynamique, dans le panel, il y avait une question radiodynamique de profil en appui monopodal. Tu veux dire un profil en appui? Ouais. Je crois enfin, Toujours. nous, on fait toujours les profils en appui. Exactement. Donc là, la radio de profil que vous aviez, elle était en appui. Donc il n'y a pas de translation a priori sur cette radio qui est en charge. Nous, on fait pareil, c'est systématique aussi, hein, et parfois on fait même des télémétries de profil en appui monopodal. Ça nous permet aussi d'avoir une évaluation de la pente. Et ça peut influencer aussi parce que ça va jouer potentiellement dans la technique chirurgicale en fonction de ce qu'on va décider de faire ensuite. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut proposer pour ce patient Alors, je change juste le sondage. Donc, PUC isolé, ostéotomie isolée, ostéotomie LCA, PUC LCA, prothèse totale de genou. On n'a pas mis l'abstention thérapeutique parce qu'il est très gêné et puis qu'il a déjà essayé tout le traitement médical possible. Pour mettre les répondants bien à l'aise, est-ce que d'emblée, il y a une proposition thérapeutique qui vous paraît à jeter à la poubelle? L'ostéotomie à 78 ans, c'est Surtout quand il n'y a pas de déformation osseuse, quoi. Hein. Donc, Ouais. et avec une lésion, avec une ostéonécrose en plus, l'ostéotomie ne va pas traiter son ostéonécrose. Et c'est ça, les 4 degrés de varus, c'est essentiellement de l'usure. Hein. Donc, il a pas de déformation, il doit être plutôt normo-axé de base, lui. Alors, du coup, les résultats, donc on a une majorité quand même de PTG ou PUC LCA, et on a quelques PUC isolés, quelques OTV, LCA, mais très peu. PUC isolés, qu'est-ce que... Moi, je veux bien que 25% des gens fassent des PUC plus LCH chez des gens de 80 ans. Mais même moi qui aime bien ça, j'hésite vachement. Je dis pas qu'on le fait pas, mais de le faire, c'est une chose, mais de là à le dire, ça me paraît assez surestimé, quoi. Mais bon, on peut en discuter. Je pense qu'il y a un biais parce que la partie du congrès est sur la PUC LCA. C'est un bon point, Seb, je suis d'accord. Hein, moi, je fais une PUC isolée chez ce patient et je ne ferai pas de reconstruction du LCA à 78 ans. C'est une bonne discussion parce que ça nous permet de catégoriser les PUC avec un LCA déficient et savoir quand est-ce qu'on fait la reconstruction. Même si ce patient était un peu plus jeune, à 65, pour faire la discussion, s'il ne se plaint pas d'instabilité, on ne va pas aller faire une reconstruction du croisé. Pour moi, c'est pas s'il n'a pas un ressaut explosif, il ne se plaint pas d'instabilité, il a juste une douleur avec une arthrose médiale, qu'elle soit secondaire à une ostéonécrose ou non, je vais rester sur une PUC. Et là, on peut jouer sur la pente un petit peu pour pouvoir, en diminuant la pente, pour pouvoir aussi stabiliser le genou, mais ne pas induire de grosses laxités. Donc, voilà. Je pense qu'il faut... les cascades, c'est pareil, à 78 ans, comme disait Seb, il ne faut pas trop jouer, quoi, parce que là, il y a déjà très peu de gens qui feraient une PUC. Donc, là, la PUC plus LCA versus 95% de la population chirurgicale au monde qui ferait une PTG, là, vous allez vous exploser, quoi, je pense. Et du coup, donc, si là, on va dire 65 pour faciliter un peu la discussion, avec un Lachman RMO et un patient quand même très sportif, parce qu'il a 78 ans, mais il fait énormément d'activité physique, même s'il ne se plaint pas d'instabilité, ça ne vous embête pas de faire une PUC isolée en changeant un peu la pente. Pour vous, c'est le traitement du symptôme. Bah, c'est plus le traitement du symptôme. Je vais te dire un secret en plus, Cécile, c'est que quand je programme une PUC plus LCA, le patient est vu par 3 autres chirurgiens parce que je suis le seul à faire ça ici. Et donc, ça rend le process très compliqué. Donc, je suis biaisé parce qu'il y a un système qui fait que le patient va devoir aller voir 3 autres chirurgiens qui vont dire, mais il est complètement fou, il fait une PUC plus un LCA.
Donc, si le patient a 65 ans, je peux te dire que ça passera jamais, quoi. Donc, c'est pour ça que je peux pas trop répondre à cette question parce que j'ai une activité qui est biaisée parce que l'assurance va envoyer le patient vers 3 autres chirurgiens pour avoir leur avis et dire que Parat, il n'est pas complètement taré de faire une PUC avec un LCA, quoi. Donc, voilà, il faut voir les choses dans le contexte aussi. Mais après, je vais laisser répondre les autres parce que moi, c'est vraiment biaisé, quoi. Alors, Guillaume? Ben, je pense que la PUC, il faut déjà avoir une grande expérience pour se lancer dans déjà même une PUC isolée chez ce patient qui n'a plus de croisée antérieure. Je pense qu'il faut avoir déjà une grande expérience de la PUC. C'est déjà un peu plus casse. On peut se casser dessus. Il faut contrôler la pente, mais on sait qu'on peut pas non plus trop modifier la pente, hein. On peut modifier de 2-3 degrés, mais pas beaucoup plus. En tout cas, il y a pas mal d'études qui ont montré ça. On peut le discuter. Moi, clairement, chez ce patient, je partirais sur une PTG. Je pense que je ne prendrais pas le risque parce qu'il y a la nécrose qui peut être gênante. Alors, elle n'est pas très importante chez ce patient, effectivement, sur l'IRM. Il y a la laxité, il y a l'âge, 78 ans. Je trouve que ça fait beaucoup. Après, effectivement, un patient plus jeune, comme tu le disais, 65 ans, 60 ans, 55 ans, je pense que là, s'il est sportif et qu'il a une belle laxité, ça se discute vraiment bien de faire une uni avec reconstruction du croisé. Je pense que c'est intéressant là. Guillaume, je peux te poser une question. Tu as l'air de dire que 78 ans, qui est plutôt âgé, serait presque une contre-indication à la PUC. Alors que on le prend comme ça ou parce que pour les patients. Non, c'est que ça fait. En fait, il y a des critères de choix pour faire l'uni et quand il y a plusieurs choses qui s'accumulent comme la nécrose, la laxité. Je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et à 78 ans, je prendrais plutôt pas de risque, effectivement, d'un échec, puisque si tu mets une uni et que finalement tu as une translation antérieure qui apparaît en appui monopodal après ton uni, et que tu as un décèlement ensuite du plateau tibial, c'est vraiment une complication qui peut arriver. Donc je pense que il faut quand même être vraiment à l'aise avec cette chirurgie dans ce cadre-là. C'est pour ça que moi, je choisirais la prothèse totale. Mais l'âge, à lui seul, n'est pas un critère de choix, hein. C'est pas ce que je voulais dire. Et alors, on a une question justement d'une personne qui nous écoute. Les sports que vous autorisez dans ce cas-là avec une PTG, sachant qu'il fait du marathon, du trail, du ski, du tennis, qui vous dit qu'il veut tout refaire, ça vous pose souci? Tu poses à moi? Au panel, mais oui, c'est parfait si vous répondez. Moi, je dirais que ce serait la même chose avec une unisole, faire du trail et du marathon. Sans ligament croisé antérieur, je pense pas que ça soit très bien, mais c'est mon avis. Raisonnable. Après, il y a un truc, c'est un homme et la même personne de 78 ans chez une femme, je pense que faire une uni, ce serait vraiment difficile parce que la qualité osseuse, à mon avis, sont vraiment questionnables. Là, chez un mec actif, pour reprendre l'idée de la PUC, je pense que l'os sera peut-être pas de si mauvaise qualité. Ça se discute plus. Et effectivement, s'il a une demande sportive élevée, une prothèse de genou qui va bien, ils peuvent faire pas mal de choses. Le ski, je pense pas, pose pas de problème. Le marathon, de toute façon, que ce soit la PUC ou la PTG, ça va être quelque chose qu'il va falloir quand même mettre de côté. En tout cas, lui conseiller de pas le faire. Après, de là, parce qu'il nous écoute, hein. Comme on dit tout le temps, c'est encore autre chose, hein. De toute façon, on sait qu'il nous écoute pas. Mais au moins, on est là, on a notre conscience pour nous. Mais ça fait longtemps qu'on sait bien que les patients, ils font quand même globalement ce qu'ils ont envie. Donc, s'il est très sportif et s'il va bien, il va avoir envie de refaire, à mon avis, ce qu'il faisait avant. Après, c'est vrai que la PTG va le stabiliser davantage que la PUC isolée. Donc, c'est là où je pense que la question vient de se dire est-ce qu'on ferait pas quelque chose pour qu'il puisse refaire du sport? Donc, bon, c'est un peu extrême quand même. Le mec de 80 ans qui fait du marathon, on n'en a pas tous les jours non plus, même à Abu Dhabi. J'en suis sûr. Surtout pas à Abu Dhabi, surtout pas. Il est beaucoup plus à Lyon qu'à Abu Dhabi. Donc, bon, alors, du coup, on s'est dit quand même qu'il voulait faire beaucoup de sport. Donc, on est parti plutôt sur un PUC LCA. Hors contexte qu'il a 78 ans, parce qu'on est d'accord que c'est quand même un âge très limite.
si vous êtes amené à faire PUC-LCA. Donc, sachant que c'est un patient qui a un varus très modéré, plutôt de l'usure, qu'il a un Lachman RMO, mais il ressent pas spécialement d'instabilité. Qu'est-ce que vous feriez dans ce contexte-là comme stratégie chirurgicale sur un PUC-LCA? Quelle greffe vous utilisez d'habitude? Puis, Sébastien. ouais, je peux prendre ça. Bon, moi, en termes de greffe, j'aime bien l'allogreffe BTB dans ces cas-là parce que je veux de l'os sous la prothèse. Je veux pas donc, je fais souvent, chez ces patients PUC et LCA, je fais souvent une allogreffe de tendon rotulien, en fait, avec de l'os au fémur, de l'os au tibia. Quel implant? J'utilise toujours un implant cimenté à plateau fixe. Hein, et Seb l'a très bien dit tout à l'heure. Je crois que les plateaux mobiles, il y a probablement un risque plus accru de dislocation du polyéthylène si vous n'avez pas de LCA. Quelle cible d'HK? La PUC ne corrige pas l'angulation, hein, donc on est là pour corriger l'usure en fait. Donc on enlève et on va remplacer ce qu'on enlève en fait. Hein, donc c'est dans ce sens-là ou dans l'autre. Et puis donc les étapes chirurgicales, j'aime bien faire mon tunnel fémoral sous arthroscopie parce que je trouve que j'ai essayé les deux, hein, mais le tunnel fémoral à ciel ouvert par l'incision de la PUC, et ça n'est pas très très précis quand même, quel que soit le type de visée qu'on utilise. Donc j'aime bien faire mon tunnel fémoral comment ça s'appelle, sous arthroscopie. Je fais du outside-in et de plus en plus, même si c'est pas publié encore, j'associe souvent une ténodèse latérale chez des patients plus jeunes à ma reconstruction du croisé quand je fais une PUC. Donc, ça me permet d'accéder au fémur latéral en même temps. J'ai mon tunnel sous les yeux, je contrôle tout ça. Ensuite, je vais faire les coupes pour la PUC. Je vais aller jusqu'au plateau d'essai. J'aime bien avoir mon plateau d'essai tibial en place pour pouvoir faire mon tunnel tibial, en fait, pour éviter tout conflit avec le tunnel tibial. Et donc, c'est important de tricher, mais d'être sûr qu'il n'y ait pas de conflit. Parce que si vous faites votre tunnel et qu'après, votre coupe tibiale vient dans le tunnel, ben voilà, ça va pas marcher parce que vous ne pouvez pas passer votre transplant. Donc, je fais mes essais, je fais mon tibial. Ensuite, je vais aller mettre en place et cimenter mes implants tibiaux. Je vais aller passer ma greffe et je vais en fait, à la fin, fixer ma greffe au tibia, en fait. Et fixer ma ténodèse si j'en fais une, et j'en fais une très souvent. Voilà, j'espère que j'ai à peu près résumé. Et pour le coup, j'aime bien, quand je fais le ciment, j'aime bien laisser l'astuce dont parlait Guillaume et Jean-Marie tout à l'heure, de laisser la mèche dans le tibia. Et là, le marteau, hein, donc, est interdit dans cette chirurgie quand il y a un tunnel tibial, particulièrement chez un patient âgé. Donc, c'est une impaction douce du plateau. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un marteau et un impacteur pour fixer votre PUC au tibia quand vous faites la cimentation. Donc, n'allez pas comme des bourrins parce que sinon, il y a un risque de fracture qui est quand même assez important. Donc, il faut être délicat à ce moment-là. J'ai résumé. Ouais. C'est très clair. Moi, j'ai une question parce que je reviens un peu à ce qu'on a dit au début. On fait bien ce qu'on fait souvent et moi, j'ai pas ce type de patient ou très peu. Et donc, autant faire des doubles stéotomies, ça me fait pas peur, mais ce genre de patient, ça me pose beaucoup de problèmes stratégiques. Donc, dans mon cas présent, je serais parti sur une prothèse totale. Est-ce qu'il faut jouer sur l'orientation du tunnel tibial? Est-ce que le fait que le tunnel tibial il soit passe sous le plateau tibial, ça peut avoir une influence sur la stabilité de ton plateau? Il faut faire des tunnels très verticaux. Est-ce qu'il faut faire des tunnels tibiaux de petit calibre pour éviter d'empiéter sur l'épine et sur le positionnement de vos implants, les experts? Seb, tu veux prendre celle-ci ou Ouais, si, bien sûr. Le plateau, le tunnel tibial, c'est un peu effectivement le risque. On a une petite astuce avec la robotique et avec le fait de faire un planning scanner, c'est qu'on peut naviguer le tunnel tibial. Alors, Seb le fait de visu, ce qui est évidemment une solution aussi. Et on le fait finalement sur l'imagerie. Et c'est un des trucs qui est assez sympa parce que ça permet de positionner son plateau et son tunnel tibial l'un par rapport à l'autre
On le fait un petit peu plus ascendant, on part d'un petit peu plus bas pour avoir un peu plus de marge. Et aussi l'autre chose, c'est pour le fixer, comme on met une vis d'interférence pour avoir une double fixation, souvent on met une vis d'interférence pas trop longue pour éviter qu'elle vienne embuter contre le. On essaie d'avoir un tunnel tibial assez long et une vis d'interférence pas trop longue pour qu'elle évite de venir buter contre l'implant tibial aussi. Donc c'est vrai que c'est le moment où il faut réfléchir un peu et qui change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Et une question de l'auditoire pour Sébastien Parotte. Quel type de greffon pour le retour externe? Ah ouais, je fais du fascia lata dans ces cas-là. Hein. Je fais du fascia lata. Il n'y a que dans les reprises de ténodèse latérale que je vais aller prendre une allogreffe d'ischio, que je vais fixer au tibia avec une agrafe et que je vais fixer au fémur avec une agrafe aussi. Je suis assez basique, hein, moi, dans mes ténodèses latérales. Ça reste très, très classique parce que j'ai essayé plein de trucs, notamment des ischios avec des espèces d'encre d'épaule de la marque que je ne citerai pas. Et on avait jusqu'à 10 à 15% de complications, d'irritation latérale, etc. Donc, je suis revenu à des choses très simples. Une agrafe, ça coûte pas cher avec du fascia lata et ça marche pour l'instant très bien. Je pense que le plus important, c'est de passer sous le ligament collatéral latéral. Et c'est ça, en fait, qui vient tendre la plastie en extension. Quel que soit le point de fixation au fémur, c'est très difficile de trouver le point d'isométrie quand on ne passe pas sous le croisé, sous le collatéral latéral. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Et je voulais revenir juste 2 minutes sur ce que disaient Guillaume et Jean-Marie. Je crois que personne n'en voudra aux gens qui font une prothèse totale de genou chez ce patient, quoi. Et donc, parce que là, on parle de trucs super techniques, de détails, de plateaux, de greffes et tout ça, mais je crois que probablement pour plein de chirurgiens dans le monde, le bon sens chez ce patient serait de faire une prothèse totale de genou, quoi. Donc, si vous ne vous dites pas lundi ou demain, j'ai vu un patient, ils m'ont tous expliqué le plateau tibial, j'ai bien compris, là, je vais faire des PUC avec des LCA. Voilà. Poussez pas les indications, hein. Il faut vraiment, comme on disait tout à l'heure, avoir l'habitude de faire des PUC, avoir l'habitude de faire des croisés. Il ne faut pas qu'on vous dise, voilà, il en fait 10 par an, il se lance à faire des PUC plus croisés. Là, vous allez vous faire attaquer pour le coup. Donc, ce qui serait normal. Donc, il n'y a pas de honte à faire une PTG chez ce patient-là. Oui, clairement. Hein, le but, c'est de discuter un peu parce qu'on est dans le topo du LCA. Donc, c'était pour discuter un peu plus les indications un peu plus poussées. Mais après, la chirurgie partielle, c'est Philippe Terray, il disait, c'est Philippe Cartier aussi, c'est l'art du possible. Et donc, tout est possible au final. Mais, donc, Sébastien, tu sais mieux que nous, hein, on peut faire 1, 2 prothèses partielles, on peut combiner plein de choses et en fonction des patients. Et la solution après à l'opposé, c'est de dire ouais, la prothèse totale va toujours marcher, et ce qui est vrai. Et nous, on essaye de pousser dans l'autre sens en se disant l'art du possible. Et c'est pour amener les gens à réfléchir. Mais on est d'accord, et tu as tout à fait raison, qu'on n'est pas là en train d'essayer de. Comment tu dis le double salto ou la double pirouette là. Exactement. Pas 2 cascades dans la même chirurgie. Il y a une bonne question là d'Arnaud Cava dans le chat sur le nombre par an. Et c'est vrai que les avocats demandent ça parce qu'il y a une étude en fait qui a montré que si vous faites moins de 26 PUC, c'est ça, hein, c'est le registre australien, si je dis pas de bêtises. Seb, tu as bossé en Australie et je crois que c'est 26 PUC par an pour passer le cap en fait. Hein. Donc il a été montré que la survie des PUC, si vous en faites moins de 26, je ne sais plus si c'est 26 ou 23, enfin bref, dans ces, on va dire 25 pour simplifier. Si vous en faites moins de 25 par an, la survie de vos prothèses partielles va être moins bonne que si vous en faites plus que ça. Hein. Donc ça a été bien étudié. C'est pour ça que les avocats posent la question, parce que pour le coup, il y a un papier d'un des registres, et je crois que c'est le registre australien, si je ne dis pas de bêtises, et je crois que ça a été confirmé par le registre anglais aussi. Donc, si vous faites des PUC, faites-en souvent. En fait. Voilà, c'est ça l'idée. Et on va peut-être juste montrer, comme on parlait de robotique et de l'intérêt de la robotique, une vidéo qui vous explique un petit peu ce qui est possible avec ça. Et c'est M. Lustig
va pouvoir. On vient de commenter, c'est pas très long, vous allez voir. Mais l'intérêt, alors le bilan radio reste le même et il y a une imagerie 3D. Ça va. Moi, je suis comme Sébastien. Je sais pas très bien, enfin en tout cas moi, je sais pas très bien faire un tunnel à ciel ouvert. Donc on garde une partie arthroscopique. On aime bien les ischios, les laissant pédiculer. Donc on est resté à cette greffe quand on fait de l'autogreffe. Et puis on fait du tunnel outside in. Sous arthro, et on commence par ça. Et après, une fois qu'on a fait nos tunnels, eh bien, on va faire la PUC. Donc l'incision est un peu plus grande que d'habitude parce qu'on en profite comme on a prélevé les ischions. Et puis on voit ici le tunnel qui a été fait. Et vous allez voir comment est-ce qu'on va ensuite naviguer le positionnement de la PUC interne par rapport à ce tunnel. Alors c'est de la robotique basée sur imagerie. Donc il y a un scanner, on fait des acquisitions. Et on voit ici, avec la petite croix, comment est-ce qu'on vérifie que le positionnement de notre implant tibial ne va pas entrer en conflit avec le tunnel. Donc, on navigue finalement la position du tunnel et de l'implant tibial. Ensuite, on va rentrer les différentes informations sur les espaces, on vérifie les points de contact. Ça, c'est la spécificité du robot. Et puis, on essaye d'avoir la forme en aile de mouette comme ça qui correspond à ce qu'on souhaite obtenir. On va vérifier que ça correspond à la bonne taille et au bon positionnement par rapport au tibia. Puis ensuite, on va faire les coupes. Et on sait, on va dire, d'après la planification, que finalement, il n'y aura pas de conflit avec le tunnel, mais on va pouvoir le vérifier de visu à la fin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de scie verticale. Et Seb l'a dit, il y a un risque de fracture. Et le fait de le faire à la fraise enlève ça. Et vous voyez ici que le tunnel ne pose pas de problème et qu'on peut passer la greffe. Vous voyez ici. On va ensuite mettre la fixation tibiale première. Vous voyez que c'est une vis d'interférence assez courte pour pas qu'il y ait le risque de venir buter contre l'implant d'essai tibial. Là, c'est les implants d'essai qui sont en place. Et on va ensuite vérifier. On voit le tunnel tibial ici au travers qui pose pas de problème avec l'implant. On va fixer l'implant définitif qui est cimenté avec cette technique. Et puis ensuite seulement à la fin, une fois que l'implant est bien fixé et on prend comme toujours des précautions particulières à bien cimenter, on va ensuite venir fixer la greffe qu'on a tendance à tendre un peu davantage parce que chez ces patients qui ont un certain âge, elle peut se détendre un petit peu et on est quasiment en extension comme vous pouvez le voir avec on voit ici le greffon et l'aspect on va dire final visuel. Donc les étapes s'enchaînent un tout petit peu différemment par rapport à ce que Seb a décrit juste avant, mais il y a le même principe de vraiment faire attention à ne pas avoir de conflit entre le tunnel tibial et l'implant. C'est alors toujours discutable cette indication chez ce patient, mais le but c'est vraiment de parler un petit peu de PUC et LCA de ce qui est possible. Quand vous êtes amené à faire une PUC LCA chez des patients, quel type de rééducation vous avez tendance à faire, Sébastien? Seb, tu présentes la tienne avec pour ce cas-là avec la robotique et puis après. Ouais, alors nous, on va dire une PUC plus un LCA, c'est une rééducation de PUC. On s'est aperçu que finalement les patients récupéraient de la même façon et donc on applique comme disait Cécile tout à l'heure, la chirurgie principale, c'est la PUC. Et finalement, c'est presque plus facile que quand il y a un croisé isolé parfois. Donc appui immédiat. Flexion, on va se limiter à 95 degrés sur les 2-3 premières semaines et ensuite on va les laisser assez libres. Et à 2 mois, à part la taille de la cicatrice, plus souvent c'est difficile de faire la différence entre une PUC et une PUC plus un LCA. Donc rien de fou. Rééducation de PUC. Et pareil, rééducation de PUC, pas d'attel, appui total autorisé. Ils lâchent les cannes quand ils se sentent capables de lâcher les cannes en fait. Ce qui pour les PUC va souvent assez vite. On va peut-être un petit peu avancer. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu le contexte qui peut être lié au fait de faire une PUC plus LCA ou pas, il y a 2 contextes différents. C'est soit, en gros, vous avez de l'arthrose sur une laxité antérieure chronique et vous avez une translation tibiale antérieure qui est fixée. Et ça, clairement, c'est une mauvaise indication de PUC plus LCA parce que votre tiroir fixé il va rester identique. Vous allez avoir extrêmement du mal à la réduire. Et là, vous avez vraiment un exemple
de tiroir fixé qui était irréductible malgré la PUC plus LCA. Donc ça, c'est pas une bonne indication, clairement, de faire ça. Les indications qui peuvent être discutées et qui peuvent être intéressantes, et notamment chez des patients, on va dire, plus jeunes que ce patient-là, c'est des arthroses avec une rupture du LCA qui soit ancienne ou finalement assez récente. Si elle est ancienne, il faut qu'elle soit quand même très peu symptomatique, qu'il n'y ait pas de translation et que le patient il s'en plaigne pas spécialement, mais qu'il soit vraiment actif ou jeune et que vous ayez un peu des craintes de faire un LCA, une PUC, pardon, sans LCA alors que le patient est jeune, actif et qu'il a un antécédent de LCA. Ou alors c'est un patient qui finalement avait un peu d'arthrose et a rompu son LCA qui a aggravé sa symptomatologie d'arthrose. Et dans ce cas-là, vous traitez l'instabilité plus l'arthrose débutante avec cette PUC plus LCA. Mais en tout cas, c'est vraiment important que ce ne soit pas une arthrose secondaire au LCA chronique, parce que dans ce cas-là, c'est des indications qui sont plutôt mauvaises et qui ne fonctionnent pas. Donc l'indication à éviter. Je pense qu'on va pouvoir clôturer un petit peu Juste, Cécile, dans le cas présent, là, ton patient atypique, 80 ans, marathonien, tu l'as autorisé à tout refaire après? Alors, on lui a autorisé à refaire sans impact trop important. Mais en tout cas, le tennis, le ski, pas de souci. Le trail, un peu tranquille, pas de souci. Et le marathon, on lui a dit que c'était déconseillé. Après, le patient, il fait un peu ce qu'il veut sans forcément nous dire ce qu'on veut. Mais c'est vrai que l'impact, on le décommande pour des prothèses en règle générale. Peut-être. Il y a une question sur PUC plus LCP. Ouais. C'est De cascade. voilà, c'est la réponse. La cascade, c'est ça. Non, honnêtement, on a eu quelques cas et on s'est pas lancé. Alors, je sais pas si Seb ou si Guillaume, Jérémy ou Jean-Marie, vous vous êtes lancé à faire ça. Et j'avoue que j'ai pas de souvenir. Comme tu dis, on dit toujours, il n'y a pas grand-chose qui fait peur, mais c'est pas une question. Je me souviens pas d'avoir trouvé une bonne indication. Et je me demande si les arthroses internes sur l'axillité postérieure, elles sont pas à un tel point que finalement on se retrouve plus, soit ils sont très jeunes et on leur fait des ostéotomies, soit ils arrivent à un stade où tout est finalement c'est trop avancé, on fait une prothèse totale. Je pense, j'ai pas en tête sur les 20 dernières années quand même un cas où on a fait ça. Alors, j'ouvre la question, mais j'en ai pas. Comme dit Sébastien, souvent la fémoropathe, elle trinque aussi sur ses activités postérieures chroniques. Donc, Ouais, j'avais répondu un peu, j'avais vu le chat, j'ai pas sonné le temps, mais effectivement, je suis complètement d'accord. Et là, ça fait quand même un peu pousser le bouchon. Et puis, ils ont souvent des problèmes fémoro-patellaires. Donc, c'est plus sage d'aller vers une prothèse tricompartimentale quand ils ont l'âge de l'avoir, je pense. Et du coup, oui, sur la pente et le positionnement des implants, hormis le tibia sur lequel il faut faire attention au tunnel tibial, la pente, vous la diminuez forcément quand vous faites PUC LCA. J'essaie de diminuer la pente. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'ils ont des grosses pentes ici aux Émirats. Donc, des fois, on est obligé de vraiment beaucoup la diminuer. Et ça vous fait une coupe asymétrique. Il faut s'assurer que ça passe quand même dans l'espace postérieur. Donc, c'est toujours un compromis. Et comme disait Guillaume tout à l'heure, on n'est pas toujours aussi précis que ce qu'on voudrait si on n'a pas de robotique. Et avec la robotique, on peut mesurer ça un peu mieux. Ici, là, il n'y a quasiment pas de pente, ce qui est tout à fait bien sur cette image-là. Mais à main levée, c'est moins évident. Enfin, il faut aussi bien avoir l'habitude, quoi. Hein, mais c'est pareil. Ne vous dites pas, tiens, le représentant, il va me donner un robot là parce que j'ai une PUC plus LCA. Si vous n'avez jamais fait de robotique avant, ça va pas vous aider. Hein. Ça va être la chirurgie, ça va prendre 4 heures et ça va être un enfer. Donc c'est pareil. Seb peut vous montrer ça. Seb, Cécile peut vous montrer ça en termes de robotique PUC plus LCA parce que c'est leur quotidien, ils en font tous les jours, mais ne vous dites pas, bah tiens, le représentant va me prêter son robot pour faire une PUC plus LCA, je vais faire ma première chirurgie robotique avec ça. Non, je pense que c'est pas une bonne idée, quoi. Enfin, je pense que vous êtes d'accord. Et donc, voilà, il faut
faut savoir raison garder et rester modeste. Hein, ça peut vite se casser la figure, quoi. Et sur cette réduction de pente, sur tes patients des Émirats, ils sont pas gênés pour la flexion, pour la prière, par exemple, derrière, ou c'est plus le sujet? Non, ben, pas tellement, mais en plus, en général, les PUC, on est en train d'étudier, là, arrivent à plutôt assez bien retourner, à s'asseoir. Le problème, c'est de s'asseoir sur les genoux, en fait. C'est comme les judokas, ceux qui font du jiu-jitsu, c'est très difficile de s'asseoir sur les genoux après une prothèse. Ils peuvent se mettre à genoux, mais ils ont du mal de s'asseoir de s'asseoir vraiment. Donc, ça joue pas tellement la pente, en fait. Pas suffisamment, parce qu'il y a une certaine souplesse et une certaine tolérance. Et donc, ça passe quand même. Ok, bon, merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer à la conclusion. Jean-Marie, si vous voulez bien. Né à Lyon. Oui, Venez à Lyon. Oui, pour conclure, c'était le 4e et dernier webinaire de préparation de ces journées lyonnaises. Encore un grand merci à Sébastien Parat qui nous a fait le plaisir de participer et d'amener son expérience sur les sujets qu'on a évoqués ce soir. Juste pour vous rappeler que le congrès aura lieu donc du 3 au 5 octobre prochain. On aura un panel de plus de 60 experts internationaux. Sébastien nous refera l'amitié de venir nous rejoindre physiquement et des experts également nationaux. Il y aura 4 sessions. Ça va commencer le jeudi après-midi avec ce qu'on a appelé le LCA pour commencer, le LCA de première intention et que j'aurai la chance de modérer avec David Dejour. On va traiter de rupture du LCA, de sélection du patient, de choix de décision de l'indication opératoire, du choix de la greffe et de la gestion même des patients les plus jeunes, puisqu'il y aura une session dédiée à la chirurgie pédiatrique. Vendredi matin sera géré par Guillaume Demet et Bertrand Sonnery-Cotet. Cette session s'appellera le LCA+, et on va avoir plusieurs focus. Un premier focus sur les ruptures du LCA et les lésions du plan médial. Un focus sur les lésions méniscales et cartilagineuses. Et la gestion de l'échec, et notamment une grosse partie sur la pente tibiale et les ostéotomies sagittales. Vendredi après-midi, ça sera une session qui sera ouverte à nos amis, également à nos amis médecins du sport et kinésithérapeutes, et dédiée à la rééducation et au retour au sport. Ça sera Elvire Servien et Mathieu Tona qui seront en charge de cette partie-là. Et puis le samedi, ça sera la session de nos 3 experts de ce soir, Cécile, Sébastien et Jérémy, avec encore une fois cette session qui sera dédiée à l'arthrose et à l'innovation. Juste pour vous rappeler, pour les plus jeunes, pour les internes, on a renouvelé ce qu'on a appelé notre Traveling Fellowship et le prix Henri Dejour, qui va permettre d'inviter 5 internes sélectionnés sur CV et lettres de motivation. Ils seront invités, leurs frais de participation au congrès seront pris en charge, et les 2 meilleurs d'entre eux auront la chance de venir passer 3 jours à Lyon avant le congrès, à l'hôpital de la Croix-Rousse, à la clinique de la Sauvegarde et à la clinique du Parc et au centre Santi pour des sessions de chirurgie, des sessions de consultation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des jeunes autour de vous, motivez-les à envoyer leur lettre de motivation. Si vous voulez des informations, juste pour conclure, n'hésitez pas à aller sur le site internet, vous avez toutes les informations d'inscription, le programme, les informations pour le Traveling Fellowship. Donc, on vous attend nombreux à Lyon les 3 et 5 octobre prochains. Et puis encore merci pour votre participation à tous. Merci à tous nos experts pour cette belle soirée et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée.